« Cette bague appartient à ma fille perdue », a dit le millionnaire à l'infirmière sous le choc. Et tout a changé. La nuit était tombée sur Bordeaux, froide et humide, comme seules les nuits d'automne peuvent l'être dans cette région du sud-ouest de la France. Les lumières de la ville se reflétaient dans la Garonne, créant un miroir doré sur l'eau sombre. Les portes des urgences de l'hôpital Sainte-Marie s'ouvrirent dans un bruissement pneumatique. Une ambulance venait d'arriver, sirène éteinte, mais gyrophares encore actifs, projetant des éclats bleus sur les murs blancs. Homme de 62 ans, douleur thoracique, possible infarctus, annonça l'ambulancier en poussant le brancard. Sur ce dernier, Gabriel Moreau, le visage cireux, respirait avec difficulté. Sa chemise en soie, déboutonnée à la hâte, laissait entrevoir un torse puissant malgré l'âge. Les ambulanciers l'avaient trouvé effondré dans son bureau, au dernier étage de la tour Moreau Enterprise, l'une des plus hautes du quartier d'affaires. Une jeune infirmière s'approcha immédiatement. 24 ans, des cheveux noirs attachés en chignon serré, des yeux d'un brun profond, qui semblaient avoir vu plus de souffrance qu'il n'aurait dû à son âge. « Monsieur Moreau, essayez de respirer calmement, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Je suis Clara. Je vais m'occuper de vous. » Gabriel hocha la tête, reconnaissant. La douleur irradiait dans sa poitrine comme une lame chauffée à blanc. Mais soudain, alors que Clara prenait sa tension, quelque chose attira son regard. À son poignet droit brillait un bracelet en argent. Et suspendu à ce bracelet, un petit pendentif. Un cœur entrelacé avec une étoile. Gabriel sentit son cœur s'arrêter. Et cette fois, ce n'était pas à cause de l'infarctus. Votre bracelet, murmura-t-il avec difficulté. Clara baissa les yeux vers le bijou, surprise par cette remarque dans un tel moment. « C'est juste un porte-bonheur, monsieur. Concentrez-vous sur votre respiration. » Mais Gabriel ne pouvait détacher son regard du pendentif, car à l'intérieur, presque invisible pour qui ne les cherchait pas, il y avait 3 lettres gravées, G-I-A, Gabriel, Isabelle, Amélie. Un flot de souvenirs l'envahit soudain, plus douloureux que son cœur défaillant. 16 ans plus tôt, « Papa, c'est pour moi !» La voix fluette d'Amélie résonnait dans le salon baigné de lumière de leur maison à Talence, en banlieue bordelaise. Gabriel souriait, entendant le petit écrin à sa fille de 8 ans. Ses grands yeux bruns, les mêmes que ceux d'Isabelle. Sa défunte épouse s'écarquillèrent lorsqu'elle découvrit le pendentif en argent. « C'est un cœur et une étoile !» s'exclama-t-elle, émerveillée. « Oui, ma princesse, le cœur, c'est l'amour qui nous unit, toi, maman et moi, et l'étoile, c'est maman qui veille sur nous depuis le ciel. » Gabriel avait fait graver leurs initiales à l'intérieur, G-I-A, pour qu'Amélie se souvienne toujours qu'elle n'était pas seule, même depuis qu'Isabelle les avait quittés 2 ans auparavant, emportée par un cancer foudroyant. « Je le garderai toujours. »« Papa, toujours. » À l'hôpital, les médecins s'affairaient autour de Gabriel, mais son esprit était ailleurs. Ce pendentif, impossible. Et pourtant, il devait en avoir le cœur net. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il faiblement à Clara, lorsqu'elle revint près de lui. « Clara Dubois, monsieur. Essayez de vous reposer maintenant. » Ce bracelet, où l'avez-vous eu ? Un éclair de surprise traversa le regard de la jeune femme. « Je l'avais déjà quand on m'a trouvée. J'ai été abandonnée dans un orphelinat. Je n'ai aucun souvenir d'avant mes 9 ans. » Gabriel sentit le monde s'arrêter de tourner. Amélie avait disparu à l'âge de 8 ans. Dans la chambre d'hôpital où il avait été transféré, Gabriel contemplait le plafond blanc, revivant ses 16 dernières années comme un film en accéléré. Après la mort d'Isabelle, il s'était retrouvé seul avec Amélie, dévasté mais déterminé à être le meilleur père possible. Puis il avait rencontré Hélène Vasseur lors d'une réception, grande, élégante, avec ses cheveux blonds toujours parfaitement coiffés et ses tenues impeccables. Une femme d'une beauté glaciale qui avait fondu, c'est ce qu'il avait cru, devant sa solitude et son dévouement pour sa fille. Ils s'étaient démariés 1 an après leur rencontre. Au début, Hélène avait semblé s'attacher à Amélie, puis, progressivement, quelque chose avait changé. « Cet enfant t'accapare trop, Gabriel », lui disait-elle souvent. « Tu ne vis que pour elle. C'est ma fille, Hélène », répondait-il invariablement. Et puis, ce jour terrible, Amélie n'était jamais rentrée de l'école. La police avait cherché pendant des mois. En vain, pendant tout ce temps, Hélène l'avait soutenue, consolée. Jamais il n'avait soupçonné,
Non, c'était impossible. Et pourtant, ce bracelet, à l'aube, Clara termina son service et se rendit dans les vestiaires. Tout en se changeant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à cet étrange patient et à sa fascination pour son bracelet. Elle l'effleura du bout des doigts, comme elle le faisait souvent quand elle était troublée. C'était son seul lien avec un passé dont elle ne se souvenait pas. Parfois, elle imaginait que quelqu'un l'avait aimée, avant l'orphelinat, avant le brouillard qui enveloppait ses premières années. Les médecins lui avaient parlé d'amnésie traumatique. Son cerveau avait effacé ce qu'il ne pouvait supporter. Mais quoi? Que s'était-il passé pour que son esprit préfère tout oublier? Ce soir, pour la première fois depuis longtemps, elle avait eu comme un flash, lorsque le vieil homme avait mentionné son bracelet, elle avait brièvement entendu une voix d'homme, lointaine mais chaleureuse, pour que tu te souviennes toujours que papa t'aime. 3 jours plus tard, Gabriel quitta l'hôpital. Son cœur allait mieux, mais son esprit était en ébullition. Avant de partir, il demanda à voir Clara, qui n'était pas de service ce jour-là. « Pourriez-vous lui donner ceci ?» dit-il à l'accueil en tendant une enveloppe. « C'est important. » Dans la voiture qui le ramenait chez lui, Gabriel regardait défiler les rues de Bordeaux sans les voir. Si cette jeune femme était Amélie, comment était-ce possible? Que s'était-il passé? Et surtout, qui était responsable? Lorsqu'il arriva à la grande demeure de Talence, Hélène l'attendait sur le perron, impeccable dans son tailleur beige. « Mon chéri, enfin !» s'exclama-t-elle en l'embrassant. « J'étais si inquiète. » Il lui rendit mécaniquement son baiser, observant son visage. Ce visage qu'il croyait connaître depuis 16 ans. « Tout va bien, Gabriel ?» demanda-t-elle, sourcils froncés. « Tu es pâle. Juste fatigué, » mentit-il. « J'ai besoin de repos. » Il monta dans sa chambre. Refusant l'aide qu'elle proposait, une fois seul, il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. « Antoine, c'est Gabriel Moreau. J'aurais besoin de tes services. » Antoine Lefebvre était le détective privé qui avait cherché Amélie pendant des mois après sa disparition, un homme tenace et méticuleux qui n'avait jamais vraiment accepté l'échec de cette enquête. « Il se pourrait que j'aie retrouvé ma fille, Antoine, et si c'est le cas, je veux savoir qui me l'a prise. » Dans sa poche, sa main se referma sur la photo qu'il avait gardée toutes ces années. Amélie, 8 ans, souriant largement avec son pendentif tout neuf au poignet, le même pendentif que portait maintenant une jeune infirmière qui ne se souvenait de rien, Clara Dubois trouva l'enveloppe dans son casier au vestiaire de l'hôpital. Pas de nom d'expéditeur. Juste Clara, écrit d'une main élégante et assurée. Elle la glissa dans son sac, préférant l'ouvrir au calme chez elle. Son appartement se trouvait dans un immeuble modeste du quartier Saint-Michel, avec une vue partielle sur la Garonne, 2 pièces sobrement meublées, mais qui lui suffisaient. Les seules touches personnelles étaient quelques plantes et une petite collection de livres sur la médecine et la psychologie. Assise à sa table, elle ouvrit enfin l'enveloppe. Elle contenait une carte de visite au nom de Gabriel Moreau, PDG de Moreau Enterprise, avec un numéro manuscrit au dos et une petite note. « J'aimerais vous parler de votre bracelet. C'est important. G.M. » Clara caressa machinalement le pendentif à son poignet. Pourquoi cet homme s'intéressait-il tant à ce bijou? Elle hésita, puis composa le numéro. « Monsieur Moreau, c'est Clara Dubois, l'infirmière de Sainte-Marie. Mademoiselle Dubois, merci d'avoir appelé. » Sa voix semblait à la fois fébrile et contrôlée. « Accepteriez-vous de me rencontrer? Demain, peut-être. Pourquoi cet intérêt pour mon bracelet? » Un silence. « Je préférerais vous en parler en personne, c'est délicat. » Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Une partie d'elle voulait raccrocher, mais une autre, plus profonde, plus ancienne peut-être, la poussait à accepter. « D'accord, demain, 15h, mais dans un lieu public, le café des Chartrons. Parfait. Merci, mademoiselle Dubois. À demain. » Cette nuit-là, Clara fit un rêve étrange. Elle était petite, courait dans un jardin ensoleillé. Une voix l'appelait, une voix d'homme. « Amélie !» disait-elle. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant. Au même moment, dans le bureau de son manoir, Gabriel était penché sur de vieux albums photos, des images d'Amélie à différents âges, de bébé jusqu'à ses 8 ans, étaient éparpillées sur son bureau. À côté, la photo de Clara qu'il avait imprimée depuis le site internet de l'hôpital. La ressemblance était frappante. Les mêmes yeux,
la même forme de visage, bien que plus affinée avec l'âge. Si cette jeune femme était Amélie, qu'avait-il manqué toutes ces années? Comment avait-elle disparu, puis réapparu comme par magie? Un bruit de pas dans le couloir le fit sursauter. D'un geste rapide, il rassembla les photos et les rangea dans un tiroir qu'il verrouilla. Hélène apparut à la porte, vêtue d'une nuisette en soie. « Tu ne viens pas te coucher, mon chéri ? »« J'arrive, juste quelques dossiers à terminer. » Elle s'approcha, posa ses mains sur ses épaules. Gabriel dut faire un effort pour ne pas se dérober. « Tu travailles trop. Le médecin a dit que tu devais te reposer. Ne t'inquiète pas. » Elle l'embrassa sur la tempe, puis quitta la pièce. Gabriel attendit que ses pas s'éloignent pour ouvrir le tiroir. Si Clara était Amélie, cela signifiait que sa disparition n'était pas un hasard. Quelqu'un l'avait enlevée, lui avait fait perdre la mémoire, l'avait placée dans un orphelinat. Mais qui et pourquoi? Il décrocha son téléphone. « Antoine, c'est encore moi. J'ai besoin que tu cherches dans une nouvelle direction. » Le lendemain, Antoine Lefebvre, 58 ans, silhouette robuste et regard aiguisé, se tenait devant l'ancien cabinet d'un notaire à Libourne, une petite ville à une trentaine de kilomètres de Bordeaux. Le bâtiment était maintenant occupé par une agence immobilière, mais les archives avaient été transférées chez un confrère. « Je cherche des informations sur un transfert de fonds effectué par Madame Hélène Vasseur, épouse Moreau, le 12 septembre 2008. » expliqua-t-il en montrant sa carte professionnelle et une autorisation signée de Gabriel. 2 heures plus tard, il avait ce qu'il cherchait. Un transfert de 200 000 € vers un compte aux îles Caïmans. Le jour même de la disparition d'Amélie, dans sa voiture, il appela Gabriel. « J'ai quelque chose, et ça ne va pas te plaire. » Clara arriva au Café des Chartrons à 15 heures précises, une terrasse agréable donnant sur les quais, suffisamment fréquentée pour se sentir en sécurité. Gabriel Moreau était déjà là, assis à une table à l'écart, un dossier devant lui. Il se leva à son approche. « Mademoiselle Dubois, merci d'être venue. Appelez-moi Clara. » Ils s'assirent. Un silence gêné s'installa, que Gabriel rompit enfin. « Je ne sais pas par où commencer. » Il soupira. « Ce que j'ai à vous dire va vous sembler incroyable, peut-être même effrayant. » Clara sentit sa gorge se serrer. « Il y a 16 ans, ma fille a disparu. Elle s'appelait Amélie. Elle avait 8 ans. » Il ouvrit le dossier et en sortit une photo. Une petite fille aux cheveux noirs et aux yeux bruns, souriante, qui portait au poignet « Mon bracelet », murmura Clara. « Je l'avais fait fabriquer pour elle, un exemplaire unique, avec nos initiales gravées à l'intérieur. » D'une main tremblante, Clara détacha le bracelet et l'examina. Les lettres étaient à peine visibles, usées par le temps. Mais bien là, G-I-A, ça ne prouve rien, dit-elle d'une voix qui manquait de conviction. Non, mais c'est un début. Gabriel sortit d'autres photos. Regardez, des clichés d'Amélie à différents âges, et puis une simulation informatique. Amélie a 24 ans, le visage de Clara. C'est une coïncidence. Clara, quels sont vos premiers souvenirs? Elle détourna le regard. L'orphelinat à Sainte-Anne, à Toulouse. J'avais environ 9 ans. Avant ça, c'est le brouillard. Les médecins parlent d'amnésie traumatique. Gabriel hocha la tête, comme si cela confirmait quelque chose. Amélie a disparu à 8 ans. Vous êtes apparu dans un orphelinat à 9 ans, sans passer, avec un bracelet unique qui lui appartenait. Clara se leva brusquement, renversant presque sa tasse. C'est absurde. Je ne suis pas votre fille disparue, monsieur Moreau. Mais quelque chose en elle vacillait. Les rêves étranges, cette impression constante de ne pas vraiment savoir qui elle était. Je ne vous demande qu'une chose, dit Gabriel calmement. Un test ADN. Si je me trompe, je vous présenterai mes excuses et je disparaîtrai de votre vie. Clara se rassit lentement. Un test ADN, la possibilité de connaître enfin la vérité sur ses origines, n'était-ce pas ce qu'elle avait toujours voulu? D'accord, souffla-t-elle, mais je choisis le laboratoire. De retour chez lui, Gabriel trouva Hélène en grande conversation avec leur jardinier. Elle portait un chapeau de paille et des gants, comme si elle venait de s'occuper de ses roses, sa passion depuis qu'ils avaient emménagé dans cette propriété. « Ah, Gabriel !» s'exclama-t-elle en le voyant. « Je pensais que tu serais au bureau aujourd'hui. J'avais un rendez-vous en ville. Tout va bien? Tu as l'air préoccupé. Tout va bien. » Il monta dans son bureau et ferma la porte à clé.
Antoine venait de lui envoyer un rapport détaillé sur le transfert d'argent, un virement à un certain Ricardo Fernandez, un homme connu des services de police pour divers trafics, mais jamais condamné faute de preuves, désormais décédé, mais il y avait un détail troublant, un second transfert, plus petit, 2 semaines plus tard, vers un compte appartenant à l'orphelinat Sainte-Anne de Toulouse, une donation anonyme de 50 000 €. Gabriel sentit une nausée l'envahir. Si ses soupçons étaient fondés, cela signifiait que pendant 16 ans, il avait vécu sous le même toit que la personne responsable de l'enlèvement de sa fille. Cette nuit-là, Clara eut à nouveau ce rêve. Elle était dans un jardin, mais cette fois, elle voyait une maison au loin, grande, majestueuse, avec des rosiers grimpants. Une voix l'appelait « Amélie ». Elle se réveilla en sueur, et pour la première fois, elle se demanda « Et si c'était vrai ? Si elle était cette Amélie ?» Elle alluma sa lampe de chevet et prit son téléphone. Hésita, puis tapa dans son moteur de recherche. Gabriel Moreau, Amélie, disparition 2008. Les résultats s'affichèrent instantanément. Des dizaines d'articles. La fille du magnate de l'immobilier disparaît mystérieusement. 16e jour de recherche, toujours aucune trace de la petite Amélie. Gabriel Moreau offre une récompense de 500 000 €. Et des photos, Gabriel, plus jeune, le visage ravagé par le chagrin, et Amélie, cette petite fille aux yeux si semblables aux siens. Le téléphone glissa de ses mains tremblantes. Antoine Lefebvre se tenait devant l'immeuble gris de la Banque régionale du Sud-Ouest. Cigarette aux lèvres, depuis 40 ans qu'il exerçait ce métier, c'était toujours l'argent qui parlait, l'argent et les secrets. Les deux allaient souvent de pair. Il écrasa sa cigarette et entra. Le directeur l'attendait, nerveux mais coopératif, lorsqu'on travaillait pour Gabriel Moreau. Les portes s'ouvraient. « Voici les relevés que vous avez demandés, monsieur Lefebvre », dit le directeur en lui tendant une chemise. Tous les mouvements du compte de madame Moreau en septembre 2008. Antoine feuilleta les documents. Le virement de 200 000 € était bien là, mais autre chose attira son attention. Ses retraits en espèces, juste avant et après le virement principal. Oui, 5 retraits de 9 000 € chacun, juste sous le seuil de déclaration obligatoire. Antoine hocha la tête. Classique. Il photographia les documents et remercia le directeur. Dans sa voiture, il composa le numéro de Gabriel. « J'ai du nouveau. Ta femme a fait des retraits en espèces pour un total de 45 000 € autour de la date du virement principal. Pourquoi faire ? À mon avis, pour payer quelqu'un qui ne voulait pas laisser de traces, quelqu'un qui l'a aidé sur place, à Toulouse. » Gabriel sentit son estomac se nouer. « Continue à chercher. Je veux savoir qui. » Clara sortit du métro et marcha d'un pas déterminé vers l'imposant bâtiment administratif des archives municipales de Bordeaux. Elle avait pris sa journée, prétextant une migraine. En réalité, elle ne pouvait plus attendre le test ADN. Elle avait besoin de réponses maintenant. À l'accueil, elle présenta sa carte d'identité et expliqua sa demande. Retrouver son acte de naissance. « Nom de famille ?» demanda l'employé. « Dubois, Clara Dubois, née le 3 juin 2000. » Ces informations figurèrent sur ses papiers, établis après son arrivée à l'orphelinat. L'employé tapa sur son clavier, fronça les sourcils. « Je ne trouve rien. »« Êtes-vous sûr d'être née à Bordeaux ?»« Non. En fait, je ne sais pas. » Clara hésita, puis décida de jouer franc jeu. « J'ai été abandonnée dans un orphelinat à Toulouse. Je recherche mes origines. » Le regard de l'employé s'adoucit. « Vous devriez consulter les archives départementales de la Haute-Garonne. À Toulouse, ils auront peut-être plus d'informations. » Clara remercia et sortit, sur un coup de tête. Elle se dirigea vers la gare Saint-Jean et prit le premier train pour Toulouse. Pendant ce temps, Gabriel parcourait les archives qu'il avait conservées sur la disparition d'Amélie. Des centaines d'articles de presse, les rapports de police, les témoignages. Il revivait ces jours terribles, quand l'espoir s'amenuisait heure après heure. Le téléphone d'Amélie retrouvé dans une poubelle près de l'école, son cartable jamais retrouvé, les témoins qu'il avait vus monter dans une voiture noire, l'enquête qui s'était peu à peu essoufflée, faute de pistes, et Hélène, omniprésente à ses côtés, le soutenant jour et nuit. Comment avait-il pu être aussi aveugle ? Un bruit de porte le fit sursauter. Hélène se tenait dans l'encadrement, un plateau dans les mains. « Je t'ai apporté du thé, mon chéri. Tu travailles trop. » Gabriel la regarda. Cette femme qu'il croyait connaître,
Ce masque parfait. Merci, Hélène. Tu peux poser ça là. Elle s'approcha, jeta un coup d'œil aux papiers éparpillés. Son visage resta impassible. Mais Gabriel crut déceler une tension dans ses épaules. « Qu'est-ce que tu fais avec tout ça ?»« Je range de vieux dossiers. » Elle hocha la tête, peu convaincue, et sortit. Gabriel attendit que la porte se referme pour reprendre sa respiration. Si ses soupçons étaient infondés, il vivait sous le même toit qu'un monstre. À Toulouse, Clara poussa les portes de l'orphelinat Sainte-Anne, un bâtiment austère datant du XIXe siècle. Elle y avait passé 9 ans de sa vie avant d'obtenir une bourse pour des études d'infirmière à Bordeaux. Elle n'y était pas revenue depuis. Sœur Mathilde, qui dirigeait toujours l'établissement malgré ses 75 ans, l'accueillit avec une chaleur inattendue. « Clara, quelle surprise !»« Bonjour, sœur Mathilde. J'aurais besoin de consulter mon dossier d'admission. » Le sourire de la religieuse s'effaça légèrement. « Ton dossier ? Pourquoi donc ? Je recherche mes origines. » Sœur Mathilde hésita. « Tu sais qu'il n'y a pas grand-chose. Tu as été amenée ici par les services sociaux. On t'a trouvée errante, désorientée. Tu ne te souvenais même pas de ton nom. Je sais, mais j'aimerais voir les documents officiels. » La religieuse l'emmena dans son bureau et sortit un dossier fin d'un classeur métallique. Clara l'ouvrit avec des mains tremblantes. Le rapport des services sociaux indiquait qu'elle avait été retrouvée dans un parc, à 5 kilomètres de l'orphelinat. Elle semblait perdue, ne se souvenait pas de son nom ni de son adresse. Elle portait des vêtements de bonne qualité et un bracelet en argent. Aucun document d'identité. Les examens médicaux avaient révélé qu'elle était en bonne santé, mais présentait des traces d'un puissant sédatif dans le sang. L'hypothèse d'un enlèvement avait été envisagée, mais sans éléments concrets. L'affaire avait été classée. On lui avait donné un nom, Clara Dubois, et une date de naissance approximative. « Il y a autre chose », dit Clara en refermant le dossier. « Vous avez reçu une donation importante à cette époque, 50 000 €. Sœur Mathilde parut surprise. « Comment le sais-tu ? Est-ce que cette donation avait un rapport avec moi ?» La religieuse détourna le regard. « Je ne peux pas te dire ce que je ne sais pas, Clara. Cette donation était anonyme. Nous n'avons jamais su d'où elle venait. » Clara n'insista pas. Mais elle était certaine que la vieille femme en savait plus qu'elle ne voulait l'admettre. De retour à Bordeaux, Clara trouva Gabriel Moreau qui l'attendait devant son immeuble. Il semblait tendu, fatigué. « Comment avez-vous trouvé mon adresse ?» demanda-t-elle, sur la défensive. « Antoine, mon détective, je suis désolée de m'imposer. Mais c'est important. » Elle hésita, puis l'invita à monter, dans le petit appartement. Gabriel semblait déplacé avec son costume sur mesure. « J'ai été à l'orphelinat aujourd'hui », annonça Clara sans préambule. « J'ai consulté mon dossier. » Gabriel se redressa. « Et j'ai été retrouvée dans un parc, à Toulouse. J'avais des traces de sédatifs dans le sang, et l'orphelinat a reçu une donation anonyme de 50 000 € peu après mon arrivée. » Gabriel lui tendit un document. Hélène a fait un virement à l'orphelinat Sainte-Anne, la même somme, le même moment. Clara s'assit lourdement. « Vous pensez que votre femme a orchestré l'enlèvement d'Amélie et s'est assurée que tu sois bien traitée. » « Oui. » Il serra les poings. « Elle n'a jamais accepté ma relation avec ma fille. Elle disait qu'Amélie prenait trop de place dans ma vie. » Clara porta la main à son bracelet, comme pour s'accrocher à la seule certitude de son passé. Le test ADN. Les résultats seront là dans 3 jours. Gabriel se leva. En attendant, « Sois prudente. Si Hélène apprend que je t'ai retrouvée. » Il laissa sa phrase en suspens, mais Clara comprit. Si cette femme avait pu faire disparaître une enfant de 8 ans et vivre ensuite avec le père comme si de rien n'était, elle était capable de tout. Le soir même, Hélène Vasseur-Moreau se tenait devant son miroir, appliquant méthodiquement sa crème de nuit. Ses gestes étaient précis, contrôlés. Comme toute sa vie, elle avait remarqué les changements chez Gabriel, ses absences inexpliquées, ses regards suspicieux. Les vieux dossiers ressortis, elle ouvrit le tiroir secret de sa coiffeuse et en sortit un petit carnet noir. Y étaient notés des numéros de compte, des noms, des dates, ses précautions. En cas de besoin, son téléphone vibra. Un message de son contact à la banque. Gabriel a fait une demande pour accéder aux archives de vos comptes de 2008. Hélène referma le carnet avec un claquement sec. Après 16 ans de tranquillité, le passé revenait la hanter, mais elle n'avait pas survécu dans ce monde d'hommes en se laissant facilement intimider. S'il fallait éliminer un autre obstacle, elle le ferait, comme elle l'avait fait avec cette petite peste d'Amélie.
La demeure des Moreau semblait plus silencieuse que d'habitude ce matin-là. Gabriel, assis dans la véranda, faisait semblant de lire le journal tout en observant Hélène qui arrangeait méticuleusement un bouquet de roses blanches. Ses gestes étaient précis, presque chirurgicaux. « Je dîne avec Jean-Philippe ce soir », annonça-t-il d'un ton qu'il espérait détaché. « Une affaire à discuter. » Hélène hocha la tête sans lever les yeux de ses fleurs. « Ne rentre pas trop tard. Tu sais ce que le médecin a dit sur ton cœur. » Cette sollicitude, qui lui avait semblé sincère pendant des années, lui paraissait maintenant vénéneuse. Il se demanda combien de fois elle avait feint l'inquiétude tout en savourant sa souffrance. Son téléphone vibra. Un message d'Antoine. « J'ai trouvé la veuve de Fernandez. Elle vit à Nice. » Gabriel se leva. « Je serai peut-être absent quelques jours. Jean-Philippe veut que nous allions voir un projet à Marseille. » Cette fois, Hélène le regarda. Ses yeux bleus, d'habitude si chaleureux, lui semblèrent froids comme l'acier. « Marseille, tu ne m'avais pas parlé de ça. C'est récent, une opportunité. » Elle sourit, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. « Bien sûr, fais attention à toi. » Gabriel monta dans son bureau et appela Antoine. « Je pars pour Nice demain. Arrange un rendez-vous avec cette femme. Tu ne préfères pas que je m'en charge? » « Non, je veux la regarder dans les yeux quand elle me dira qui a payé son mari pour enlever ma fille. » Clara avait préparé sa soirée avec soin. Elle avait acheté des petits fours, une bouteille de vin, et même réarrangé les meubles de son appartement pour le rendre plus accueillant. Ce n'était pas tous les jours qu'on recevait son possible père. À 19h précises, Gabriel arriva, portant une boîte en carton qui semblait ancienne. « Je ne savais pas quoi apporter, » dit-il avec un sourire gêné. « Alors j'ai apporté des souvenirs. » Ils s'installèrent dans le petit salon. Gabriel ouvrit la boîte avec précaution. Elle contenait des photos, des dessins d'enfants, un petit carnet recouvert de stickers de princesse et une peluche élimée, un lapin gris qui avait manifestement été très aimé. « Voici Monsieur Lapin », dit Gabriel en le sortant délicatement. C'était le doudou d'Amélie. Elle ne dormait jamais sans lui. Clara prit le lapin avec hésitation. Le tissu était doux sous ses doigts, familier d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. « Il lui manque une oreille ?» remarqua-t-elle. Gabriel sourit tristement. « Tu l'as. Elle l'a arrachée un jour où elle était en colère. Puis elle a pleuré pendant des heures. Inconsolable, j'ai essayé de la recoudre, mais ce n'était pas mon fort. » Clara regarda les photos une à une. Amélie bébé, dans les bras d'une femme au sourire doux, Amélie à la plage, riant aux éclats, Amélie soufflant des bougies d'anniversaire. « C'est Isabelle, ma première femme, » expliqua Gabriel en montrant la femme sur les photos. « La mère d'Amélie. Elle est décédée d'un cancer quand Amélie avait 6 ans. » Clara sentit sa gorge se nouer. Elle avait l'étrange impression de connaître ce visage, comme un écho lointain. « Et ça ?» poursuivit Gabriel en sortant un dessin d'enfant. « C'est le dernier dessin qu'Amélie a fait avant de disparaître. C'était pour mon anniversaire. » Le dessin montrait 3 personnages. Un grand homme en costume, une petite fille aux cheveux noirs et une femme blonde au sourire figé, légèrement à l'écart. Papa, Amélie et Hélène étaient écrits au-dessus de chacun avec une écriture enfantine. « Elle n'a jamais vraiment accepté Hélène, » murmura Gabriel. « Je pensais que c'était normal, que ça prendrait du temps. Je n'ai pas vu. » Il s'interrompit, la voix brisée par l'émotion. Clara, mue par un instinct qu'elle ne comprenait pas, posa sa main sur la sienne. « Ce n'est pas votre faute. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla suspendu, puis Clara retira sa main, troublée par ce geste spontané. « Vous avez dit que vous partiez pour Nice ?» Gabriel acquiesça, reprenant contenance. « La veuve de l'homme qui a enlevé Amélie y vit, elle pourrait nous en dire plus. »« Je veux venir. Ce n'est pas une bonne idée si Hélène découvre. J'ai le droit de savoir, » insista Clara. « Si je suis vraiment Amélie, c'est mon histoire aussi. » Gabriel hésita, puis céda. « D'accord, mais nous ne voyagerons pas ensemble. C'est trop risqué. » Hélène Vasseur n'avait pas survécu dans le monde impitoyable des affaires sans développer un 6e sens pour le danger. Et en ce moment, tous ses instincts lui criaient que quelque chose n'allait pas. Assise à son bureau personnel, elle feuilletait les relevés de cartes de crédit de Gabriel. Depuis son infarctus, il avait multiplié les comportements inhabituels, ses absences, ses mensonges maladroits,
ce soudain intérêt pour les archives de 2008, une ligne attira son attention. Laboratoire médical Pasteur? Un paiement de 300 €? 2 jours auparavant, pourquoi Gabrielle aurait-il besoin d'analyse médicale en dehors de son suivi cardiaque habituel? Elle appela le laboratoire, adoptant le ton chaleureux qu'elle réservait à ses manœuvres les plus sournoises. « Bonjour, je suis Hélène Moreau. Mon mari, Gabriel Moreau, a effectué des analyses chez vous récemment, mais il a égaré la facture. Pourriez-vous me rappeler de quel test il s'agissait? Je suis désolée, madame, mais nous ne pouvons pas divulguer ces informations par téléphone. Je comprends parfaitement, mais vous pourriez peut-être me dire si les résultats sont déjà disponibles. Mon mari est très occupé et je pourrais les récupérer pour lui. Les résultats du test ADN seront disponibles vendredi, madame. Monsieur Moreau en sera informé par email. » Hélène raccrocha, le visage figé dans une expression indéchiffrable. Un test ADN. Il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle Gabrielle ferait un test ADN après avoir fouillé dans les archives de la disparition d'Amélie, d'une main qui ne tremblait pas. Elle composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis 16 ans. « J'ai besoin de tes services à nouveau. C'est urgent. » Le train pour Nice filait à travers les paysages du sud de la France. Clara regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Dans son sac, elle avait glissé Monsieur Lapin, incapable de s'en séparer après le départ de Gabrielle. Le test ADN avait été effectué, les résultats seraient bientôt là, et pourtant, au fond d'elle, elle savait déjà, les photos, les souvenirs, ce sentiment inexplicable de familiarité avec Gabrielle, tout cela ne pouvait être une coïncidence. Son téléphone vibra, un message de son collègue à l'hôpital. « Une femme est passée te chercher aujourd'hui, élégante, blonde, disait être une amie de ta mère. Je lui ai dit que tu étais en congé. » Clara sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Hélène, elle savait. Elle appela immédiatement Gabrielle, qui devait déjà être arrivée à Nice. « Elle me cherche, dit-elle sans préambule. Elle est venue à l'hôpital. Un silence lourd suivit. « Descends à la prochaine gare. Ne viens pas à Nice. Va chez Antoine. Je t'envoie son adresse. Tu y seras en sécurité. » « Non. » Je continue. « Je dois savoir. Clara, tu ne comprends pas. Si Hélène a découvert que tu es Amélie, elle est dangereuse. Elle ne peut pas permettre que tu réapparaisses dans ma vie. Je ferai attention. Mais je viens. » Elle raccrocha avant qu'il puisse insister. Le train continuait sa course vers Nice, vers les réponses qu'elle cherchait depuis toujours. Dans un café près de la gare de Nice, Antoine Lefebvre observait les allées et venues. Son métier lui avait appris la patience. Il reconnut immédiatement Gabrielle qui descendait d'un taxi, l'air tendu. « Tu as l'air épuisé », remarqua Antoine quand Gabrielle s'assit en face de lui. « Hélène sait. Elle a découvert pour le test ADN, elle cherche Clara. » Antoine jura entre ses dents. « Je t'avais dit d'être plus prudent. Cette femme a des yeux et des oreilles partout. Clara vient quand même. Elle arrive dans 2 heures. Tu es sûre qu'elle est ta fille ?» Gabrielle sortit son portefeuille et en tira une photo jaunie par le temps. Amélie a 8 ans, souriante, avec ce même regard déterminé qu'il avait vu chez Clara. « J'en suis certain, mais j'ai besoin de preuves concrètes contre Hélène. C'est pour ça que nous sommes ici. » Antoine acquiesça. « J'ai rendez-vous avec la veuve Fernandez dans 1 heure. Elle n'était pas ravie que je la contacte. Mais quand j'ai mentionné une possible complicité d'enlèvement, elle a changé d'avis. » Gabrielle serra les poings. « Après 16 ans, nous y sommes presque. Je vais enfin savoir ce qui est arrivé à ma fille et faire payer celle qui me l'a prise. » Le quartier de Cimiez, sur les hauteurs de Nice, offrait une vue imprenable sur la Méditerranée. C'était là, dans une villa modeste mais élégante, que vivait Maria Fernandez, veuve depuis 5 ans. Gabrielle et Antoine attendaient dans un salon décoré avec goût, mais sans ostentation, des photos de famille ornaient les murs. Un homme au visage dur aux côtés d'une Maria plus jeune, des enfants, des petits-enfants. Ricardo était un homme d'affaires, expliqua Maria en servant du café. Son accent espagnol était encore perceptible malgré des décennies en France. Ce qu'il faisait exactement, je ne posais pas de questions. C'était mieux ainsi. Gabrielle l'observait attentivement. Cette femme d'une 60aine d'années, aux cheveux teints en noir et au maquillage soigné, avait-elle conscience que son mari avait détruit des vies? « Madame Fernandez, commença-t-il, la gorge nouée, votre mari a reçu 200 000 € d'Hélène Vasseur en septembre 2008. Savez-vous pourquoi ?» Maria baissa les yeux. «
pour faire disparaître une enfant. La tasse que tenait Gabrielle trembla dans sa main. Entendre ces mots, après toutes ces années, « Racontez-nous », dit doucement Antoine, voyant que Gabrielle luttait pour garder son calme. C'était un travail comme un autre pour Ricardo, poursuivit Maria. Cette femme l'a contacté par l'intermédiaire d'un avocat véreux qu'il connaissait. Elle voulait que la fille de son mari disparaisse. Disparaisse comment? La voix de Gabrielle était à peine audible. Maria le regarda droit dans les yeux. Pas comme vous le craignez. Ricardo était beaucoup de choses, mais pas un meurtrier d'enfants. Elle voulait que la petite soit emmenée loin, placée dans un endroit où personne ne la retrouverait jamais. Alors, il l'a enlevée. Oui, à la sortie de son école, il s'est fait passer pour un ami de la famille envoyé pour la chercher. C'était si facile à l'époque. Il l'a emmenée, lui a fait boire un somnifère et l'a conduite à Toulouse. Et ensuite, il l'a abandonnée dans un parc près d'un orphelinat avec de faux papiers au nom de Clara Dubois dans son sac. C'était le plan. L'orphelinat la recueillerait et une généreuse donation anonyme garantirait qu'on ne pose pas trop de questions. Gabrielle sentit la nausée l'envahir. L'idée que sa fille ait été droguée, transportée comme un colis, puis abandonnée comme un déchet. Comment pouvez-vous être sûr qu'il s'agissait bien d'Amélie Moreau? Demanda Antoine, toujours méthodique. Maria se leva et sortit un instant. Elle revint avec une vieille boîte en métal qu'elle posa sur la table basse. Ricardo gardait des souvenirs de ses affaires. Une sorte d'assurance, disait-il. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvèrent des photos, des documents, des clés USB. Elle en sortit une enveloppe jaunie et la tendit à Gabrielle. C'est elle. Dans l'enveloppe, il y avait une photo d'Amélie, probablement prise à son insu devant son école, et avec la photo, un bracelet en argent brisé, une réplique exacte de celui que portait Clara, mais avec les initiales grattées. Il en a fait faire une copie, expliqua Maria, pour que la petite garde son bracelet, mais sans les initiales qui pourraient la relier à sa famille. Il n'était pas complètement sans cœur. Gabrielle serra le faux bracelet dans son poing, tremblant de rage et de douleur. « Il y a aussi ceci », ajouta Maria en lui tendant une lettre manuscrite. Les instructions d'Hélène Vasseur, avec sa signature. Gabrielle parcourut la lettre, écrite sur un papier à en-tête d'un hôtel de Bordeaux. Les instructions étaient précises, cliniques, enlever l'enfant sans la blesser, l'emmener loin, s'assurer qu'elle perde la mémoire avec un sédatif spécifique, la placer dans un orphelinat, créer une nouvelle identité. « Pourquoi me montrer tout cela maintenant ?» demanda Gabrielle, la voix rauque. Maria haussa les épaules. « Ricardo est mort, je me fais vieille, et les secrets pèsent lourd avec l'âge. Quand votre détective m'a contactée, j'ai su que c'était le moment de me libérer de celui-ci. Clara arriva à la gare de Nice en fin d'après-midi. Gabrielle l'attendait. L'expression grave, « Tu as l'air épuisé », remarqua-t-elle alors qu'il marchait vers un café proche. « J'ai rencontré la femme de l'homme qui t'a enlevé », répondit Gabrielle simplement. Clara s'arrêta net et... C'était bien Hélène. Elle a tout orchestré. Ils s'installèrent à une terrasse isolée. Gabrielle lui raconta tout. Le plan d'Hélène, l'exécution par Ricardo Fernandez, les preuves qu'il avait maintenant en sa possession. « Alors c'est vrai », murmura Clara. « Je suis Amélie. Les résultats du test ADN ne seront là que demain. Mais oui, j'en suis convaincue. » Clara regardait l'horizon, tentant d'assimiler ce bouleversement dans son identité. Pendant 16 ans, elle avait été Clara Dubois, orpheline sans histoire. Et voilà qu'en quelques jours, elle découvrait qu'elle était Amélie Moreau, fille d'un riche homme d'affaires, victime d'un enlèvement orchestré par sa belle-mère. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi a-t-elle fait ça ?»« La jalousie », répondit Gabrielle amèrement. « Elle ne supportait pas ma relation avec toi. Elle voulait être la seule dans ma vie. Comment a-t-elle pu vivre avec vous pendant toutes ces années, sachant ce qu'elle avait fait ?» Gabrielle secoua la tête. Hélène a toujours été différente, capable de compartimenter, de séparer ses actions de ses émotions. C'est ce qui en fait une femme d'affaires redoutable et apparemment une criminelle efficace. Clara frissonna malgré la chaleur. « Qu'allons-nous faire maintenant ? Antoine a transmis les preuves à un avocat de confiance. Demain, dès que nous aurons les résultats du test ADN, nous irons à la police. Et ensuite ?» Gabrielle la regarda, ses yeux soudain pleins d'espoir. « Ensuite, si tu le veux bien, nous pourrons essayer de rattraper le temps perdu, Amélie. »
Ce nom résonnait étrangement aux oreilles de Clara, familier et étranger à la fois. « Je ne sais pas si je peux être Amélie, avoua-t-elle. Je ne me souviens de rien. Je suis Clara depuis si longtemps. Tu seras qui tu voudras être, assura Gabriel avec douceur. Amélie, Clara, ou quelqu'un entre les deux. L'important, c'est que tu es ma fille et que je t'ai retrouvée. Pendant ce temps, à Bordeaux, Hélène Vasseur-Moreau terminait ses préparatifs. Elle avait vidé son coffre-fort personnel, rassemblé ses bijoux les plus précieux et transféré plusieurs millions d'euros sur des comptes offshore. Son téléphone sonna. « Oui, c'est fait », répondit une voix masculine. « Ils sont à Nice, chez la veuve Fernandez. » Hélène sentit la colère monter en elle. Cette vieille pie de Maria, elle aurait dû se douter qu'elle parlerait un jour. Quoi d'autre? La fille est avec eux maintenant. Ils ont des preuves écrites et le test ADN est en cours. Hélène raccrocha sans un mot. Son plan parfait, maintenu pendant 16 ans, s'effondrait. Mais elle n'avait pas survécu dans ce monde impitoyable sans avoir plusieurs coups d'avance si Gabriel voulait la guerre. Il l'aurait, à l'hôtel. Clara s'allongea sur son lit, épuisée physiquement et émotionnellement. Les révélations de la journée tournaient dans sa tête. Elle sortit Monsieur Lapin de son sac et le contempla longuement. Ce jouet usé, qui avait apparemment été si important pour Amélie, ne lui évoquait rien de précis. Et pourtant, elle ne pouvait nier cette étrange connexion qu'elle ressentait. Son téléphone vibra. Un email du laboratoire Pasteur. « Vos résultats sont disponibles. » Le cœur battant. Elle ouvrit la pièce jointe. Le document était rempli de termes techniques. Mais la conclusion était limpide. Probabilité de paternité, 99,999,98%. C'était vrai. Elle était Amélie Moreau, Clara. Non, Amélie sentit des larmes couler sur ses joues, des larmes de soulagement, de confusion, de colère aussi, 16 ans volés, une identité falsifiée, une vie entière basée sur un mensonge. Elle appela Gabriel, mais tomba sur sa messagerie. Il devait être avec Antoine, à planifier la suite des opérations. Elle relut le résultat du test, tentant d'accepter cette nouvelle réalité, puis son regard se posa à nouveau sur Monsieur Lapin. Et quelque chose se produisit, un flash, une image. Elle, petite, dans un grand lit, une femme au visage doux lui tendant le lapin. « Il veillera sur toi quand papa et moi ne serons pas là. » C'était bref, flou, mais c'était là, un vrai souvenir. Amélie serra le jouet contre elle et pleura de plus belle. Quelque part, enfoui sous des années d'oubli forcé. Ses souvenirs attendaient. Peut-être reviendrait-il un jour, mais pour l'instant, elle devait se préparer à affronter celle qui lui avait volé son enfance. Gabriel rentra à l'hôtel tard dans la soirée. Antoine et lui avaient passé des heures avec l'avocat, préparant minutieusement le dossier qu'il présenterait à la police le lendemain. Il voulait que tout soit parfait, inattaquable, dans sa chambre. Il trouva un message de Clara. Non, d'Amélie. Les résultats sont arrivés. Positif à 99,999,98%. Je suis bien votre fille. Ces mots, qu'il avait tant espéré lire, lui arrachèrent des larmes. 16 années de chagrin, de vide, de questions sans réponse. Et maintenant, la certitude, Amélie était vivante. Elle était là, tout près. Il voulut l'appeler mais hésita, regardant l'heure tardive. Elle devait dormir, épuisée par cette journée bouleversante. Demain, ils auraient tout le temps de parler, de commencer à reconstruire leur relation. Son téléphone sonna, c'était Antoine. « Gabriel, il faut qu'on parle. Je viens d'avoir un appel de mon contact à la banque. Hélène a vidé ses comptes personnels cet après-midi. Elle prépare sa fuite. » Gabriel sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Tu crois qu'elle sait que nous avons des preuves ? J'en suis certain. Elle a des informateurs partout. Nous devons agir vite avant qu'elle ne disparaisse. » Gabriel réfléchit rapidement. « On rentre à Bordeaux dès demain matin. Je veux la confronter directement, avec les preuves en main. C'est risqué. Cette femme est dangereuse. Je sais. Mais je veux la regarder dans les yeux quand je lui dirai que j'ai retrouvé notre fille. Je veux voir son masque tomber. » Antoine soupira. « Très bien, mais pas seul. Je serai avec toi. » L'avion pour Bordeaux décolla à l'aube. Amélie regardait par le hublot, les pensées tourbillonnant dans sa tête. En quelques jours, son monde avait été bouleversé. Elle n'était plus Clara Dubois, orpheline et infirmière. Elle était Amélie Moreau, fille d'un homme puissant
Victime d'un enlèvement calculé, Gabriel, assis à côté d'elle, semblait perdu dans ses propres réflexions. Elle l'observa discrètement. Cet homme était son père. Biologiquement, c'était désormais une certitude, mais émotionnellement, 16 ans les séparaient, un gouffre d'expériences non partagées, de souvenirs absents. « À quoi pensez-vous » demanda-t-elle doucement. Gabriel se tourna vers elle avec un sourire triste. « À tout ce que j'ai manqué, tes premiers pas d'adolescente, ton premier chagrin d'amour, ta remise de diplôme. » Amélie sentit son cœur se serrer. « Nous ne pouvons pas rattraper le temps perdu. Non, mais nous pouvons en créer un nouveau, si tu le veux. » Elle hocha la tête, encore incertaine. « J'ai eu un autre flash hier soir. Un souvenir, je crois, à propos de Monsieur Lapin. Une femme me le donnait, ma mère. » Les yeux de Gabriel s'illuminèrent. « Isabelle, oui, elle te l'avait offert pour tes 5 ans. Tu ne t'en séparais jamais. » Un silence confortable s'installa entre eux. Puis Amélie posa la question qui la taraudait. « Que va-t-il se passer maintenant ?» Avec Hélène. Le visage de Gabriel se durcit. Justice sera faite. Les preuves sont accablantes. Elle ira en prison pour ce qu'elle t'a fait. Et vous? Moi? Comment avez-vous pu vivre avec elle pendant toutes ces années, sans vous douter de rien? Gabriel détourna le regard, la culpabilité évidente sur son visage. Je me pose la même question chaque jour depuis que je t'ai retrouvée. Peut-être que je ne voulais pas voir. Peut-être que la douleur de t'avoir perdue m'a aveuglée. Amélie posa sa main sur la sienne, dans un geste instinctif qui les surprit tous les deux. Ce n'était pas votre faute. La demeure des Moreau semblait étrangement calme quand Gabriel y pénétra en fin d'après-midi. Antoine l'accompagnait, portant une mallette contenant toutes les preuves. Amélie avait été installée dans un hôtel du centre-ville, où elle attendrait leur appel. « Hélène » appela Gabriel. Pas de réponse. La maison était silencieuse, mais pas vide. Gabriel sentait une présence. Ils la trouvèrent dans le salon, assise dans un fauteuil, un verre de whisky à la main, élégante comme toujours, dans un tailleur gris perle, pas un cheveu hors de place. « Tu rentres plus tôt que prévu », dit-elle calmement. Le projet à Marseille n'était pas à ton goût. Gabriel la fixa longuement. Cette femme qu'il avait aimée, ou cru aimer, ce masque parfait de dévouement et d'affection. Le jeu est terminé, Hélène. Elle haussa un sourcil, feignant l'incompréhension. « De quel jeu parles-tu » Gabriel fit signe à Antoine, qui ouvrit sa mallette et en sortit un document qu'il tendit à Hélène. Un test ADN. Elle parcourut le papier, son visage ne trahissant aucune émotion. « Qui est cette Clara Dubois ? Tu sais très bien qui elle est, » répondit Gabriel d'une voix où la colère commençait à percer. « C'est Amélie, ma fille, celle que tu as fait enlever il y a 16 ans. » Hélène reposa le document avec une lenteur calculée. « C'est absurde. Ta fille a disparu. Elle est probablement morte depuis longtemps. »« Nous avons les preuves, Hélène, » intervint Antoine. Il sortit la lettre manuscrite trouvée chez Maria Fernandez. « Tes instructions à Ricardo Fernandez, avec ta signature. » Pour la première fois, une fissure apparut dans le masque d'Hélène, une brève lueur d'inquiétude dans son regard. Vite réprimée, cette lettre pourrait être un faux. Nous avons aussi le témoignage de Maria Fernandez, les virements bancaires, les retraits en liquide. Gabriel s'approcha d'elle, menaçant. « C'est fini, Hélène. Tu vas payer pour ce que tu as fait. » Elle le regarda, puis éclata d'un rire sans joie. « Payer ? Pourquoi exactement ? Pour avoir éloigné une gamine capricieuse qui t'accaparait entièrement, j'ai fait ce qui était nécessaire. » Gabriel recula, choqué par cet aveu tranquille. « Tu admets ? » ?»« Bien sûr que j'admets. À quoi bon nier maintenant ?» Hélène se leva, imperturbable. « Cette petite était un obstacle, entre toi et moi, entre toi et notre avenir. Alors je l'ai écartée. C'était une enfant de 8 ans, une enfant qui te rendait aveugle à tout le reste. » Sa voix était froide, détachée. « J'avais prévu de construire un empire avec toi, Gabriel. Mais tout ce qui t'importait, c'était cette gamine et le souvenir de sa mère. Je n'avais pas le choix. » Gabriel tremblait de rage. « Tu l'as fait enlever, tu l'as droguée, tu l'as abandonnée dans un orphelinat. Et pendant 16 ans, tu m'as regardé souffrir sans rien dire. J'ai fait ce qu'il fallait. » Hélène haussa les épaules. « Et ça a fonctionné, jusqu'à maintenant. Tu es un monstre, » souffla Gabriel. « Je suis une femme pragmatique. Dans ce monde d'hommes,
On ne survit pas en étant sentimental. Elle se dirigea vers le bar et se resservit un verre d'une main parfaitement stable. Alors, que se passe-t-il maintenant? Tu me dénonces à la police. Tu détruis tout ce que nous avons construit. Il n'y a jamais eu de nous, Hélène. Juste toi, tes manipulations et tes mensonges. Elle sourit, glaciale. Tu ne vois pas? Tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour toi. L'amour ne détruit pas. Il ne vole pas. Il ne ment pas. Quel idéalisme touchant. Elle secoua la tête, comme déçue. Tu réalises que la moitié de ta fortune est à moi, que ce scandale va détruire Moreau Enterprise, que ta précieuse réputation sera ternie à jamais. Gabrielle la regarda droit dans les yeux. Je m'en fiche. J'ai retrouvé ma fille. Le reste n'a pas d'importance. Pour la première fois, Hélène sembla déstabilisée. Cette réaction, elle ne l'avait pas prévue. Tu es pathétique, cracha-t-elle finalement. 16 ans à construire un empire, et tu es prêt à tout jeter par la fenêtre pour une fille qui ne te reconnaît même pas. Tu te trompes, Hélène. Une voix féminine résonna depuis l'entrée du salon. Amélie se tenait là, pâle mais déterminée. Elle s'avança lentement, fixant Hélène du regard. Je ne me souviens peut-être pas de tout, mais je sais qui est mon père maintenant. Hélène la dévisagea, une lueur dangereuse dans les yeux. La petite Amélie, enfin de retour, comme c'est touchant. Pourquoi ? Demanda simplement Amélie. Pourquoi m'avoir fait ça ? Hélène la toisa avec mépris. Parce que tu n'étais pas à moi et que je voulais être la seule importante pour lui. J'étais une enfant et j'étais une femme désespérée. Hélène vida son verre d'un trait. L'amour nous rend parfois monstrueux, demanda ton père. Antoine intervint. Assez parlé. La police est en route. Hélène sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Bien sûr qu'elle l'est. Elle posa son verre, jeta un dernier regard à Gabrielle, puis à Amélie. Quelle charmante réunion de famille. Dommage que je ne puisse pas y assister plus longtemps. Avant que quiconque puisse réagir, elle sortit rapidement du salon. Ils entendirent une porte claquer, puis le rugissement d'un moteur. « Elle s'enfuit !» s'exclama Antoine. Mais Gabrielle ne bougea pas. Il regardait Amélie, qui tremblait légèrement. « Laisse-la, la police l'arrêtera. » Il s'approcha de sa fille et, hésitant, ouvrit les bras. « Tu es revenu, c'est tout ce qui compte. » Amélie se blottit contre lui, dans un geste qui semblait à la fois nouveau et familier, comme un écho d'une époque révolue, mais pas totalement oubliée. Gabrielle passa la nuit à tout préparer. Amélie devait venir le lendemain, et il voulait que tout soit parfait, avec une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il avait fait rouvrir la chambre d'Amélie, fermée à clé depuis sa disparition. La pièce était restée intacte, comme un sanctuaire figé dans le temps. Le lit avec sa couverture rose, la bibliothèque remplie de livres pour enfants, les peluches alignées sur une étagère, une chambre de petite fille de 8 ans, préservée comme si le temps s'était arrêté ce jour de septembre 2008. Il avait hésité à tout laisser ainsi. Amélie avait 24 ans maintenant, plus 8. Mais quelque chose lui disait qu'elle aurait besoin de ses repères, de ses traces de son passé, pour reconstituer le puzzle de sa vie. Il sortit des cartons du grenier et en disposa le contenu dans le salon. Des albums photos, des dessins d'Amélie, ses bulletins scolaires, des vidéos familiales, toute une vie soigneusement archivée, qui attendait d'être redécouverte. La police n'avait toujours pas retrouvé Hélène. Sa Mercedes avait été localisée à l'aéroport de Bordeaux, mais elle semblait s'être volatilisée. Gabrielle s'en inquiéterait plus tard. Aujourd'hui était un jour trop important pour être gâché par son ombre. Amélie se tenait devant la grille imposante du manoir des Moreau, le cœur battant. C'était étrange de revenir dans un lieu qu'elle était censée connaître, mais dont elle n'avait aucun souvenir conscient. Et pourtant, quelque chose dans l'allée bordée de tilleuls lui semblait vaguement familier. Gabrielle vint l'accueillir sur le perron. Il semblait nerveux, presque timide. « Bienvenue chez toi », dit-il avec un sourire hésitant. Chez elle, ces mots résonnaient étrangement. Pendant 16 ans, chez elle, avait été une succession de dortoirs d'orphelinat, puis de petits appartements d'étudiantes, et voilà qu'elle se retrouvait héritière de ce manoir imposant, de cette fortune colossale. Elle suivit Gabrielle à l'intérieur. Le hall d'entrée était vaste, lumineux, avec un escalier en marbre qui montait vers les étages. Sur les murs, des tableaux de maîtres côtoyaient des photos de famille. J'ai préparé quelques souvenirs dans le salon.
expliqua Gabrielle. Mais si c'est trop d'un coup, n'hésite pas à me le dire. Le salon était encore plus impressionnant que le hall. Haut plafond, meubles anciens, baies vitrées donnant sur un jardin impeccable. Au centre, une grande table basse était couverte de photos, d'objets, de cahiers. Amélie s'approcha lentement. Comme hypnotisée, elle prit une photo. Une petite fille aux cheveux noirs sur les épaules d'un Gabriel plus jeune, tous deux riant aux éclats devant un château de sable. C'était à Arcachon, expliqua Gabrielle. Tu avais 6 ans. Nous y allions chaque été. Amélie regarda d'autres photos. Elle, bébé, dans les bras d'une femme au sourire doux. Elle, soufflant des bougies d'anniversaire. Elle, déguisée en princesse pour Halloween. Et ça, c'est ta mère, Isabelle, dit Gabrielle en lui montrant un portrait. Tu lui ressembles beaucoup. Amélie observa la femme. Même yeux, même fossette, même façon de sourire légèrement de côté. Une étrange émotion l'envahit. Elle est morte quand j'avais 6 ans, d'un cancer. Ça a été très difficile, mais tu étais si courageuse. Tu disais qu'elle était devenue une étoile et qu'elle veillait sur nous. Une larme coula sur la joue d'Amélie. Une tristesse profonde pour une femme dont elle n'avait aucun souvenir conscient. Et pourtant, quelque part en elle, un vide qui prenait soudain sens. Gabrielle lui montra ensuite une série de vidéos sur un ordinateur portable. Des anniversaires, des Noëls, des moments ordinaires de vie familiale. Amélie se regardait, fascinée. Cette petite fille joyeuse, bavarde, pleine de vie, c'était elle, une version d'elle-même qu'elle ne connaissait pas. Et maintenant, dit Gabrielle avec une légère hésitation, il y a quelque chose que je voudrais te montrer à l'étage. La porte de la chambre d'Amélie était décorée d'un panneau coloré portant son nom. Gabrielle l'ouvrit doucement, comme s'il craignait de troubler un sanctuaire. Je l'ai gardée exactement comme elle était, le jour où tu as disparu. Amélie entra, le souffle coupé. C'était comme pénétrer dans un monde parallèle, un univers figé dans le temps, son univers d'avant. Le lit était fait, attendant une petite fille qui n'était jamais revenue. Sur la table de nuit, un livre marqué d'un signet, Le Petit Prince. Sur le bureau, des cahiers d'école, des crayons de couleur soigneusement rangés. Elle s'approcha de la bibliothèque, effleura du doigt les livres dont les tranches étaient usées par de nombreuses lectures. Harry Potter, Le Club des 5, Mathilda, tu adorais lire, dit doucement Gabrielle. Tu dévorais les livres, tu voulais être écrivaine, ou astronaute, ou les deux. Amélie sourit malgré ses larmes. Elle aimait toujours lire. Certaines choses ne changeaient un pas. Apparemment, sur une étagère, une collection de petites boîtes à musique. Elle en prit une, représentant un carrousel, et l'ouvrit. Une mélodie s'éleva, douce et nostalgique. Et soudain, comme un éclair dans la nuit, un souvenir surgit, vif, précis. Elle est au lit, malade, de la fièvre. Gabrielle entre dans sa chambre avec un paquet cadeau. Qu'est-ce que c'est, papa? Un petit quelque chose pour te remonter le moral. Princesse? Elle déballe fébrilement le paquet. C'est cette boîte à musique. Ce carrousel aux chevaux dorés. Oh, elle est magnifique. C'est pour que tu puisses voyager même quand tu es clouée au lit. Amélie revint au présent, tremblante. Tu me l'as offerte quand j'étais malade. Tu as dit que c'était pour voyager sans quitter mon lit. Gabrielle écarquilla les yeux, stupéfait. Tu t'en souviens? Tu avais 7 ans, une mauvaise grippe. Elle hocha la tête, bouleversée. C'est revenu d'un coup, comme un film dans ma tête. Gabrielle s'approcha d'elle. Hésitant, les médecins disent donc que l'amnésie traumatique n'est pas forcément définitive, que les souvenirs peuvent revenir, déclenchés par des lieux, des objets, des odeurs. Amélie continua d'explorer la chambre, ouvrant les tiroirs, touchant les objets. Chaque élément était comme une pièce d'un puzzle géant qu'elle tentait de reconstituer. Dans le placard, des vêtements de petite fille, soigneusement suspendus, des robes d'été, des pulls d'hiver, des chaussures minuscules, une vie interrompue, en attente. Au fond du placard, une boîte à chaussures. Elle l'ouvrit, à l'intérieur, des trésors d'enfants, des cailloux colorés, des coquillages, des tickets de cinéma, des cartes postales. Ton coffre à trésors, expliqua Gabrielle avec un sourire. Tu y mettais tout ce qui était spécial pour toi. Amélie sortit une petite enveloppe jaunie, à l'intérieur, une dent de lait et un mot.
Pour la petite souris, de la part d'Amélie, 7 ans. Un autre flash, un souvenir. Papa, ma dent a bougé. Montre-moi ça, princesse. Oh, elle va bientôt tomber. Tu sais ce que ça veut dire. La petite souris va venir. Cette fois, elle ne put retenir ses larmes. C'était trop d'émotions, trop de souvenirs fragmentés, trop de vie qui se heurtait en elle. Gabriel la prit doucement dans ses bras. Ça va aller, prends ton temps. Nous avons tout le temps maintenant. Amélie se laissa aller contre lui, acceptant pour la première fois vraiment cette étreinte paternelle. C'était à la fois étrange et réconfortant, comme retrouver une partie d'elle-même qu'elle ne savait pas avoir perdue. « Est-ce que je peux rester ici quelque temps ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. « Je veux dire, pas forcément dans cette chambre, mais... » « Bien sûr, » répondit Gabriel, ému. « C'est ta maison, tu peux rester aussi longtemps que tu veux. J'ai fait préparer une chambre d'adulte pour toi, mais tu peux aller et venir comme tu le souhaites. Cette maison est aussi la tienne. » Amélie hocha la tête, reconnaissante. Elle n'était pas prête à emménager définitivement, à abandonner son indépendance. Sa vie de Clara. Mais elle voulait passer du temps ici, redécouvrir ce passé qui lui avait été volé. « Et si on allait dans le jardin ?» proposa Gabriel. « Tu adorais y jouer, surtout près de la fontaine. » Ils descendirent ensemble, leur relation encore fragile mais se renforçant minute après minute. Dans le jardin baigné de soleil, Amélie sentit une étrange familiarité. Les rosiers, la fontaine en pierre, le grand chêne au fond du parc. Papa. Ce mot lui avait échappé, naturellement, sans qu'elle y réfléchisse. Gabriel s'arrêta net, saisie d'émotion. « Tu m'as appelé ?» Amélie sourit, surprise elle-même. « Oui, je crois que c'est venu tout seul. » Ce simple mot semblait avoir brisé une barrière invisible entre eux. Ce n'était qu'un début. Ils le savaient tous les deux. Le chemin serait long pour reconstruire leur relation, pour qu'Amélie intègre pleinement cette nouvelle identité, pour guérir les blessures du passé. Mais pour la première fois depuis 16 ans, Gabriel se sentit vraiment vivant. Et Amélie, pour la première fois de sa vie, se sentit complète. Le bureau du commissaire divisionnaire Philippe Mercier débordait de dossiers et de tasses de café vides. Homme massif aux tempes grisonnantes, il écoutait attentivement Gabriel et Antoine exposer leur affaire. « Donc, si je comprends bien, » résuma-t-il en frottant sa barbe naissante, « votre épouse, Madame Moreau, aurait orchestré l'enlèvement de votre fille il y a 16 ans, et cette jeune femme, il désigna Amélie, assise silencieusement dans un coin du bureau, serait cette même enfant, retrouvée par hasard. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait, répliqua Gabriel avec fermeté. Le test ADN est formel et nous avons des preuves contre Hélène. Virement bancaire, témoignage écrit de Maria Fernandez, instruction manuscrite d'Hélène. Le commissaire parcourut à nouveau le dossier, impressionné malgré son habituelle réserve professionnelle. C'est extraordinaire. En 40 ans de carrière, je n'ai jamais vu une affaire pareille. Il se tourna vers Amélie. « Mademoiselle, avez-vous des souvenirs de votre vie avant l'orphelinat ?» Amélie hésita. Ils commencent à revenir, par bribes, déclenchés par des objets, des lieux. Le traumatisme et les sédatifs ont probablement causé une amnésie temporaire, intervint Antoine. Mais l'important, c'est qu'Hélène Vasseur-Moreau a commis un crime grave et qu'elle est actuellement en fuite. Le commissaire hocha la tête et décrocha son téléphone. Je lance immédiatement un mandat d'arrêt national, avec son signalement aux frontières et dans les aéroports. Elle a probablement déjà quitté le pays, soupira Gabriel. Peut-être pas, répliqua Mercier. Notre expérience montre que les fugitifs commettent souvent des erreurs dans les premières heures. L'émotion, la précipitation. Il n'avait pas fini sa phrase que son téléphone sonna. Mercier, quoi? Quand? Parfait, j'arrive. Il raccrocha, un sourire satisfait aux lèvres. On vient de repérer la carte de crédit d'Hélène Vasseur-Moreau. Elle a acheté un billet de train à la gare Saint-Jean, direction Paris. Hélène Vasseur-Moreau, lunettes noires et foulard Hermès couvrant ses cheveux blonds, patientait dans le salon première classe de la gare Saint-Jean. Le train pour Paris partait dans 30 minutes. De là, elle prendrait l'Eurostar pour Londres, puis un vol pour les Caïmans, où l'attendaient plusieurs comptes bien garnis. Elle consultait nerveusement sa montre. Son contact à la préfecture devait l'appeler pour la prévenir quand le mandat d'arrêt serait émis. Elle avait encore un peu de temps. Tout s'était effondré si vite.
16 ans de précaution, de mensonges parfaitement orchestrés, balayés en quelques jours. À cause de quoi? D'un stupide bracelet qu'elle aurait dû faire disparaître? D'un hasard astronomique qui avait placé cette fille sur le chemin de Gabriel? Son téléphone vibra. Un message de son contact. Mandat émis, police en route vers la gare. Hélène se leva précipitamment, abandonnant son magazine. Elle devait sortir d'ici immédiatement. Elle se dirigea vers les quais, slalomant entre les voyageurs. Un train était à quai, pas le sien. Mais peu importait. Direction Toulouse, elle pourrait ensuite rejoindre l'Espagne. Elle monta dans le premier wagon, s'installa dans un compartiment, le cœur battant. Par la fenêtre, elle vit des policiers en uniforme entrer dans la gare. Trop tard, le train s'ébranla. Hélène ferma les yeux, soulagée. Ce n'était qu'un contretemps. Elle avait toujours un plan B et un plan C, si nécessaire, à la sortie de la gare de Toulouse. 5 heures plus tard, Hélène héla un taxi. Hôtel Le Capitole, s'il vous plaît. Le chauffeur, un homme âgé au visage buriné, la regarda dans le rétroviseur. Tout de suite, madame. Hélène se détendit légèrement. Elle avait réservé une chambre sous un nom d'emprunt. Demain, elle louerait une voiture et traverserait la frontière espagnole. Le taxi s'arrêta devant l'hôtel. Hélène paya et sortit, son unique valise à la main, à la réception. Une jeune femme souriante l'accueillit. « Bonjour, madame. Vous avez une réservation ?»« Oui, au nom de Lefebvre, Marie Lefebvre. » La réceptionniste consulta son ordinateur, puis fronça les sourcils. « Je suis désolée, je ne vois pas de réservation à ce nom. C'est impossible. J'ai réservé en ligne ce matin. Vérifiez encore. Je vous assure, madame, il n'y a rien. » Hélène sentit l'inquiétude monter en elle. Elle avait distinctement fait cette réservation. À moins que... Une main se posa sur son épaule. Hélène Vasseur-Moreau. Elle se retourna lentement. 2 hommes en civil se tenaient devant elle. Badge de police à la main. « Comment ? Votre chauffeur de taxi est un ancien policier. » expliqua l'un d'eux avec un sourire satisfait. « Il a reconnu votre visage. Nous avons diffusé votre photo dans tous les commissariats de France ce matin. » Hélène ferma les yeux, vaincue par un chauffeur de taxi à la retraite. Quelle ironie. « J'exige de voir mon avocat, » dit-elle froidement, tandis qu'ils lui passèrent les menottes. Le commissaire Mercier était en ligne avec Gabriel quand la nouvelle arriva. « Nous l'avons, monsieur Moreau. Hélène Vasseur a été appréhendée à Toulouse. Elle est en route pour Bordeaux sous escorte policière. » Gabriel raccrocha et se tourna vers Amélie, qui lisait dans le salon. « Ils l'ont arrêtée. » Amélie leva les yeux de son livre, son expression indéchiffrable. « Que va-t-il se passer maintenant ? » Procès, prison, probablement pour de nombreuses années. Amélie hocha la tête, pensive. « Je devrais être heureuse, n'est-ce pas ? Soulagée qu'elle soit arrêtée. Qu'elle paie pour ce qu'elle m'a fait. Tu n'es pas obligée de ressentir quoi que ce soit de précis. Amélie, c'est compliqué. »« Oui, » murmura-t-elle. « C'est le mot. Compliqué. » La salle d'interrogatoire du commissariat central de Bordeaux était austère. Une table, 3 chaises, un miroir sans teint. Hélène y attendait depuis 2 heures, parfaitement immobile, comme une statue de glace. La porte s'ouvrit enfin. Le commissaire Mercier entra, suivi d'une jeune inspectrice. « Madame Vasseur-Moreau », commença Mercier en s'asseyant face à elle. « Vous êtes accusée d'enlèvement de mineurs avec préméditation, de mise en danger de la vie d'autrui, de falsification de documents et de divers délits financiers. Avez-vous quelque chose à dire ?» Hélène le regarda, impassible. « Mon avocat arrivera dans 1 heure. Je ne dirai rien avant. » Mercier sourit légèrement. « Bien sûr, mais laissez-moi vous informer que nous avons tout ce qu'il nous faut. La lettre que vous avez écrite à Ricardo Fernandez, les virements bancaires, le témoignage de Maria Fernandez, des preuves circonstancielles, répliqua Hélène avec dédain, et une parole contre la mienne, et le test ADN prouvant que Clara Dubois est bien Amélie Moreau. » Pour la première fois, Hélène sembla légèrement désarçonnée. « Un test ADN ne prouve pas que j'ai quoi que ce soit à voir avec sa disparition. »« Non, mais il établit un mobile, » intervint l'inspectrice. « Vous étiez jalouse de l'attention que votre mari portait à sa fille. Vous l'avez éliminé de l'équation, froidement, méthodiquement. » Hélène eut un rire sans joie. « Vous n'avez aucune idée de ce qu'est la vie avec un homme comme Gabriel Moreau, brillant, charismatique, mais complètement aveuglé par le souvenir de sa première femme et cet enfant qui en était le prolongement. J'étais invisible, un accessoire décoratif. » Mercier,
et l'inspectrice échangèrent un regard. Hélène venait d'admettre son mobile. « Alors vous avez décidé de faire disparaître la petite. »« Je n'admets rien du tout, » répliqua Hélène se reprenant. « J'attends mon avocat. » Mais le mal était fait. Son éclat de colère, cette justification spontanée, en disait plus long que tous les aveux formels. Dans le jardin du manoir Moreau, Amélie aidait Gabriel à tailler les rosiers. Une activité apaisante qu'ils avaient commencé à partager ces derniers jours. « J'ai toujours aimé jardiner, » dit Amélie, surprise elle-même par cette révélation. « À l'orphelinat, je passais des heures dans le potager. » Gabriel sourit. « Tu tenais ça d'Isabelle ? Ta mère adorait les plantes, ces rosiers. C'est elle qui les a plantés. » Amélie caressa les pétales d'une rose blanche. Encore un fil invisible qui la reliait à son passé, à cette femme qu'elle ne se rappelait qu'à travers des éclats de souvenirs fragmentés. Son téléphone sonna. C'était Antoine. « Bonjour Antoine. Des nouvelles. » Ils l'ont interrogée. Elle n'a pas formellement avoué, mais s'est trahie en justifiant son mobile. Son avocat est arrivé et a mis fin à l'interrogatoire, mais le mal est fait. Et maintenant, mise en examen, détention provisoire en attendant le procès. Avec toutes les preuves, elle risque entre 10 et 20 ans. Amélie raccrocha, songeuse. Pendant 16 ans, cette femme avait vécu aux côtés de son père, profitant de sa fortune, de son nom, tout en sachant parfaitement qu'elle avait orchestré l'enlèvement de sa fille. Quelle sorte de personne était capable d'une telle duplicité, d'une telle froideur ? « À quoi penses-tu » demanda doucement Gabriel. « Je me demande si je devrais la voir, lui parler face à face. » Gabriel parut surpris. « Pourquoi voudrais-tu ça ?» Pour comprendre. Pour lui demander si, à un moment, elle a ressenti des remords. Pour, je ne sais pas, peut-être pour mettre un visage sur celle qui a volé mon enfance. Gabriel posa ses sécateurs et prit les mains d'Amélie dans les siennes. « Tu n'es pas obligée, mais si c'est ce que tu veux, je t'y accompagnerai. » Amélie hocha la tête, reconnaissante. Puis soudain, elle eut un nouveau flash de mémoire, vif, précis. Elle est dans ce même jardin, 5 ou 6 ans peut-être. Elle cueille une rose pour sa mère, se pique le doigt, pleure. Isabelle accourt, la console, l'emmène à la cuisine pour un pansement. « Tu vois, ma chérie, les plus belles choses ont parfois des épines. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les cueillir. Ça veut juste dire qu'il faut être prudente. » Amélie revint au présent, les larmes aux yeux. « Je me souviens de maman. Elle m'a dit un jour que les plus belles choses ont parfois des épines. » Gabriel sourit à travers ses propres larmes. C'était tout Isabelle. Trouver de la sagesse dans les moments les plus simples. Amélie contempla le jardin, la maison, cet homme qui était son père. Ces derniers jours avaient été comme un rêve étrange, oscillant entre le bonheur des retrouvailles et la douleur de tout ce qui avait été perdu. Mais pour la première fois depuis qu'elle avait appris la vérité, elle sentit une certaine paix l'envahir. Quoi qu'il arrive ensuite avec Hélène, avec le procès à venir, avec sa propre identité encore en reconstruction, elle n'était plus seule. Elle était revenue à la maison, le palais de justice de Bordeaux imposé par son architecture néoclassique. En ce matin d'octobre, une foule de journalistes s'agglutinait devant ses marches, attendant l'arrivée des protagonistes de l'affaire qui passionnait la France entière depuis des semaines, l'affaire Moreau, comme les médias l'avaient baptisée. Amélie ajusta nerveusement sa veste. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation d'Hélène. 3 mois pendant lesquels sa vie avait radicalement changé. Elle avait pris un congé de l'hôpital, s'était installée dans une aile du manoir Moreau et avait entamé une thérapie pour l'aider à gérer cette situation extraordinaire. « Tu es prête ?» demanda Gabriel, impeccable dans son costume sombre. Aussi prête qu'on peut l'être pour affronter la femme qui a détruit notre famille. Ils descendirent de la voiture. Aussitôt assaillis par les flashs et les questions des journalistes, Antoine les guida à travers cette meute jusqu'à l'intérieur du bâtiment, dans le couloir. Leur avocat, Maître Delmas, les attendait. « Le procès va commencer dans 15 minutes, Amélie. Tu témoigneras en premier, rappelle-toi. Reste factuel, ne te laisse pas emporter par l'émotion. » Amélie hocha la tête. Ces derniers mois, de nouveaux souvenirs lui étaient revenus, des fragments de sa vie d'avant, mais rien concernant directement son enlèvement. Ce vide restait frustrant. La salle d'audience était pleine à craquer, au premier rang. Des journalistes, derrière, des curieux, des étudiants en droit, quelques célébrités locales. Cette affaire avait tout d'un feuilleton, une riche famille, une enfant disparue puis miraculeusement retrouvée, une épouse manipulatrice. Et puis, Hélène entra,
escortée par des policiers. Amélie la regarda fixement, malgré 3 mois de détention provisoire. Elle restait élégante, le port altier, impeccablement coiffée et maquillée. Seules quelques rides nouvelles et un teint plus pâle trahissaient son séjour en prison. Leurs regards se croisèrent un instant. Amélie s'attendait à y lire de la haine, du mépris, mais ce qu'elle vit la déstabilisa. Rien, une absence totale d'émotion, comme si Hélène regardait à travers elle, vers un point lointain que personne d'autre ne pouvait voir. En tous debout, les juges entrèrent, et le procès débuta par les formalités d'usage, puis vint le moment des témoignages. La cour appelle mademoiselle Amélie Moreau, née Clara Dubois. Amélie s'avança vers la barre, prêta serment, puis fit face à l'audience. D'une voix claire, elle raconta sa vie à l'orphelinat, son amnésie, sa rencontre fortuite avec Gabriel, la découverte progressive de sa véritable identité. « Pouvez-vous nous parler des souvenirs qui vous sont revenus ?» demanda le procureur. « Ils reviennent par fragments. Des moments avec mon père, ma mère biologique, des lieux, des sensations, mais rien sur mon enlèvement lui-même. C'est comme si ces heures avaient été effacées. Selon les experts médicaux, cela correspond à une amnésie traumatique, renforcée par les sédatifs qui vous ont été administrés. » Expliqua le procureur. « Mademoiselle Moreau, qu'avez-vous ressenti en apprenant ce qui vous était arrivé ?» Amélie hésita. Comment mettre des mots sur un tel bouleversement? De la colère. D'abord, une profonde colère, puis de la confusion, de la tristesse pour tout ce temps perdu, et une forme d'incrédulité. Comment quelqu'un peut-il faire ça à une enfant? Comment peut-on vivre pendant 16 ans avec un homme tout en sachant qu'on lui a arraché sa fille? Son regard se posa sur Hélène, qui la fixait maintenant. Impassible. « Je voulais comprendre, » poursuivit Amélie. « C'est pour cela que j'ai demandé à la voir en prison, avant le procès. » Un murmure parcourut l'assistance. Cette visite n'avait pas été médiatisée. Et qu'avez-vous appris lors de cette visite? 2 semaines plus tôt, prison pour femmes de Gradignan. Amélie attendait dans la salle des visites, le cœur battant. Gabriel avait voulu l'accompagner, mais elle avait préféré y aller seule. C'était son histoire, sa blessure. Hélène entra, menottée, escortée par une gardienne qui la libéra pour l'entretien. Elle s'assit face à Amélie, son habituelle élégance à peine entamée par l'uniforme de détenue. « Quelle surprise !» dit-elle d'une voix neutre. « La fille prodigue vient visiter la méchante belle-mère. Et je ne suis pas venue pour échanger des piques, Madame Vasseur. Je veux comprendre. » Hélène la dévisagea longuement. « Que veux-tu comprendre exactement? Pourquoi j'ai fait ça? C'est évident, non? Tu étais un obstacle, entre ton père et moi. Entre ton père et nos ambitions communes. J'avais 8 ans, et tu accaparais toute son attention, tout son amour. » La voix d'Hélène restait calme, comme si elle exposait des faits scientifiques. Tu étais le prolongement d'Isabelle, la Sainte Isabelle. Morte trop jeune, parfaite en tout, comment rivaliser avec un fantôme et sa descendance? Amélie sentit un frisson la parcourir devant tant de froideur. Vous auriez pu simplement divorcer. Hélène eut un petit rire sec. Et perdre tout ce que j'avais construit. Ma position, mon influence. Elle secoua la tête. Non, il fallait juste réarranger les pièces sur l'échiquier, te déplacer ailleurs. Vous avez détruit ma vie. J'ai modifié ta trajectoire. Tu as eu une autre vie, pas si terrible. D'après ce que j'ai compris, tu es devenue infirmière. Tu aides les gens, n'est-ce pas noble? Amélie serra les poings sous la table. Avez-vous jamais ressenti des remords? Hélène sembla réfléchir sincèrement à la question. Des remords? Non. De l'inquiétude, oui. Peur d'être découverte. Mais des remords? Pourquoi faire? Ce qui est fait est fait. Comment avez-vous pu vivre avec lui, le regarder souffrir, le consoler même, tout en sachant ce que vous aviez fait? C'était difficile au début. Admis Hélène, mais on s'habitue à tout. J'ai compartimenté. Cette histoire était dans une boîte fermée dans mon esprit, et la vie a continué. Elle se pencha légèrement en avant. Tu sais ce qui est ironique? Après ta disparition, Gabriel s'est encore plus refermé sur lui-même. Plus distant que jamais, j'avais supprimé un obstacle, mais j'en avais créé un autre, ton fantôme. Dans la salle d'audience, Amélie termina son récit. Ce jour-là, j'ai compris que Madame Vasseur-Moreau n'éprouvait aucun remords, aucune empathie. Pour elle, j'étais simplement une variable dans une équation, un problème à résoudre.
Le procureur la remercia. Puis ce fut au tour de l'avocat d'Hélène de l'interroger, tentant de minimiser les faits, suggérant qu'une enfant de 8 ans pouvait avoir imaginé des choses, que les souvenirs revenus après tant d'années n'étaient pas fiables. Mais les preuves matérielles étaient là, implacables. Gabrielle témoigna ensuite, racontant ses 16 années de souffrance, sa vie aux côtés d'une femme qui l'avait privée de sa fille. Sa voix se brisa plusieurs fois, notamment quand il évoqua les anniversaires d'Amélie qu'il avait continué à célébrer en silence. Chaque année, allumant une bougie dans sa chambre restée intacte, Antoine apporta son témoignage d'enquêteur, puis Maria Fernandez, venue spécialement de Nice, raconta comment son mari avait été engagé par Hélène pour enlever Amélie. Ricardo n'était pas un saint, admit-elle, mais même lui a été troublé par cette affaire. Il disait que cette femme avait un cœur de glace. Il a insisté pour laisser le bracelet à la petite. Sans les initiales, un petit geste d'humanité dans cette histoire sordide. Enfin, ce fut au tour d'Hélène de s'exprimer. Elle se leva, ajusta sa tenue et fit face à la cour avec une assurance déconcertante. « Messieurs les juges, mesdames et messieurs les jurés, je ne vais pas vous mentir ni tenter de nier l'évidence. Oui, j'ai orchestré l'éloignement d'Amélie Moreau. » Un murmure parcourut l'assistance. Son propre avocat semblait abasourdi par cet aveu direct. « Je l'ai fait parce que cet enfant représentait un obstacle à ma relation avec Gabrielle. À nos projets communs, elle était le rappel constant d'une femme morte, d'un passé qui empêchait Gabrielle d'avancer. » Elle parlait calmement, comme si elle exposait une stratégie d'entreprise. « J'ai veillé à ce qu'elle ne soit pas maltraitée. Elle a été placée dans un bon orphelinat. Avec une donation généreuse pour assurer son bien-être, j'ai même choisi Toulouse parce que le climat y est agréable. » Des exclamations indignées fusèrent dans la salle. Le juge dut réclamer le silence. « Regrettez-vous vos actes, Madame Vasseur-Moreau ?» demanda le procureur. Hélène sembla considérer la question. « Je regrette que les choses aient mal tourné. Je regrette d'avoir été découverte. Mais mes intentions, non, je ne les regrette pas. J'ai agi par amour, à ma façon, pour construire l'avenir que je voulais avec Gabrielle. »« Par amour » s'indigna le procureur. « Vous avez détruit une famille par amour. L'amour prend parfois des formes étranges, monsieur le procureur. » Elle tourna son regard vers Amélie. « J'ai fait ce que je croyais nécessaire. Et pendant 16 ans, ça a fonctionné. » Le procureur secoua la tête, dégoûté. « Votre cynisme est révoltant, madame. » Hélène haussa les épaules. « Je suis pragmatique. Ce monde n'est pas tendre avec les femmes qui ont de l'ambition. J'ai fait des choix, certains moralement discutables. Certes, mais je les assume. » Après les plaidoiries finales, le jury se retira pour délibérer. Dans le couloir, Amélie restait silencieuse, troublée par la froideur d'Hélène. Comment peut-elle être aussi détachée, murmura-t-elle à Gabrielle. Je me le suis demandé pendant des mois. Comment ai-je pu vivre avec cette femme sans voir sa vraie nature? Antoine s'approcha d'eux avec un café. Certaines personnes sont des comédiennes extraordinaires et d'autres présentent une absence totale d'empathie. Hélène semble combiner les deux. 2 heures plus tard, le jury revint avec son verdict. Coupable sur tous les chefs d'accusation, le juge prononça la sentence. 18 ans de prison ferme, sans possibilité de libération conditionnelle avant 12 ans. Amélie observa Hélène tandis que le verdict tombait. Son visage resta impassible, comme si cela concernait quelqu'un d'autre. Alors qu'on l'emmenait, Hélène tourna la tête et croisa une dernière fois le regard d'Amélie. Et dans ce regard, la jeune femme crut déceler, enfin, une émotion. Pas du remords, pas de la colère, juste une immense, infinie solitude. 6 mois s'étaient écoulés depuis le procès d'Hélène. Le printemps habillait à nouveau les jardins du manoir Moreau de couleurs vives, et les rosiers qu'Isabelle avait plantés 20 ans plus tôt s'épanouissaient sous le soleil d'avril. Amélie, vêtue d'un jean et d'un t-shirt simple, s'affairait autour d'un massif de roses blanches. Elle avait pris goût au jardinage, trouvant dans cette activité une forme de méditation active qui l'aidait à mettre de l'ordre dans ses pensées. « Le thé est prêt », appela Gabrielle depuis la terrasse. Amélie ôta ses gants et rejoignit son père. Ces 6 derniers mois avaient été intenses, riches en émotions et en changements. Elle avait officiellement repris son nom. Amélie Moreau, Clara Dubois existait toujours dans ses papiers. Comme un deuxième prénom, un souvenir de cette vie parallèle qu'elle avait menée sans savoir qui elle était vraiment,
« J'ai reçu un appel de l'université », dit Gabrielle en servant le thé. « Ils sont enchantés de ton projet. » Amélie sourit, après mûre réflexion. Elle avait décidé de reprendre ses études, tout en continuant à travailler à temps partiel comme infirmière. Elle s'était inscrite en psychologie, avec l'ambition de se spécialiser dans le traitement des traumatismes chez les enfants. « J'ai encore du mal à croire que tout cela est réel », avoua-t-elle en prenant sa tasse. « Parfois, je me réveille en pensant que je suis toujours Clara, que tout ceci n'est qu'un rêve étrange. » Gabrielle hocha la tête avec compréhension. Le docteur Lambert dit que c'est normal. Tu as vécu 16 ans avec une identité, puis découvert brutalement que tout était basé sur un mensonge. Ça prendra du temps pour intégrer pleinement cette réalité. Le docteur Lambert était la thérapeute qu'Amélie consultait depuis plusieurs mois, ensemble. Elle travaillait sur les traumatismes enfouis, les souvenirs qui refaisaient à surface, et cette identité en reconstruction. « Mes souvenirs reviennent de plus en plus », dit Amélie. « Hier, je me suis rappelé d'un pique-nique au Cap Ferret. J'avais renversé mon jus d'orange sur la nappe, et au lieu de me gronder, maman avait dit que ça ferait un beau souvenir coloré. » Gabrielle sourit, émue. C'était tout Isabelle. Elle trouvait toujours le côté positif des choses. Un silence confortable s'installa entre eux. Leur relation s'était considérablement renforcée ces derniers mois. Ce n'était pas toujours facile. Le gouffre de 16 années créait parfois des incompréhensions, des attentes différentes, mais ils avançaient ensemble, avec patience et amour. « Tu as eu des nouvelles d'Antoine ?» demanda Amélie, changeant de sujet. « Oui, il passe dans l'après-midi. Il a quelque chose à nous montrer. » Antoine était devenu un ami proche. Après l'affaire, Gabrielle l'avait engagé comme responsable de la sécurité de Moreau Enterprise, lui offrant un poste stable après des années de travail indépendant. Vers 15 heures, Antoine arriva, portant sous le bras un épais dossier. Ils s'installèrent dans le salon. « J'ai finalement obtenu l'accès complet au compte secret d'Hélène », expliqua-t-il. « C'est impressionnant. Elle avait mis en place un réseau financier extrêmement sophistiqué. Des comptes offshore, des sociétés écrans, des investissements sous prête-nom. » Il étala des documents sur la table basse. Mais le plus intéressant, c'est ceci. Il leur tendit un petit carnet noir trouvé dans le coffre personnel d'Hélène. Son journal. Ou plutôt, ses notes stratégiques. Elle y consignait ses plans, ses manipulations. C'est fascinant et terrifiant à la fois. Amélie prit le carnet avec hésitation. Les premières pages dataient d'avant son mariage avec Gabrielle. Hélène y décrivait sa stratégie pour le séduire, analysant froidement ses faiblesses, sa vulnérabilité après la mort d'Isabelle. « Elle m'a ciblée dès le début », murmura Gabrielle, pâle. « Je n'étais qu'un projet pour elle. » Amélie tourna les pages, jusqu'à tomber sur l'entrée qui bouleversa son cœur. Plan concernant l'enfant. 1. Organiser disparition via RF. 2. S'assurer qu'elle soit placée dans un environnement correct mais loin. 3. Prévoir donation pour éviter question. 4. Consolider position auprès de G, en jouant rôle de soutien. Note. Prévoir comportement approprié pour anniversaire et date clé. 6 cliniques, 6 calculateurs, comme un plan d'affaires. Pas un crime contre une enfant, plus troublant encore, les entrées des années suivantes, où Hélène notait méticuleusement ses performances lors des moments difficiles. Anniversaire d'A, aujourd'hui G, déprimé comme prévu, et suggéré voyage à Venise pour changer d'air, a fonctionné. Cette femme est un monstre, souffla Antoine. Gabrielle ferma les yeux, accablée par ces révélations. J'ai vécu 16 ans avec ce... 7. Je ne trouve même pas les mots. Amélie referma doucement le carnet. Ça ne sert à rien de ressasser tout ça. Elle est en prison. Elle y restera longtemps. Et nous devons avancer. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant le jardin baigné de soleil. J'ai pris une décision. Je veux créer une fondation pour les enfants disparus, pour ceux qui, comme moi, ont été arrachés à leur famille. Gabrielle la rejoignit, posant une main sur son épaule. C'est une idée merveilleuse. J'ai pensé l'appeler Fondation Isabelle Moreau, pour honorer maman. Les yeux de Gabrielle s'emplirent de larmes. Elle serait si fière de toi. Le lendemain matin, Amélie se rendit au cimetière de la Chartreuse. C'était la première fois qu'elle venait sur la tombe d'Isabelle, depuis qu'elle avait découvert sa véritable identité. La pierre tombale était simple, élégante, à l'image de celle qui y reposait, Isabelle Moreau.
1975-2006. Aimée à jamais. Amélie déposa un bouquet de roses blanches et s'agenouilla. « Bonjour, maman », murmura-t-elle. « C'est étrange de te parler. Je ne me souviens pas bien de toi. Juste des fragments. Ton parfum. Peut-être. Ton rire. Ta façon de me raconter des histoires le soir. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Papa dit que tu aimais aider les autres, que tu étais impliquée dans des associations pour les enfants défavorisés. J'ai décidé de créer une fondation en ton nom, pour aider les enfants comme moi, ceux qui se sont perdus et qui cherchent le chemin du retour. » Le vent bruissa doucement dans les cyprès, comme une réponse. « Je ne sais pas si je suis celle que j'aurais dû devenir. Si tu me reconnaîtrais, j'ai été Clara pendant si longtemps, et maintenant, je suis quelqu'un entre Amélie et Clara. J'essaie de réconcilier ces deux parties de moi. » Elle essuya une larme. « J'aurais aimé te connaître mieux. J'aurais aimé que tu sois là pour voir la femme que je suis devenue. Papa dit que tu serais fière. J'espère qu'il a raison. » Elle resta encore quelques minutes en silence, puis se releva, apaisée. Cette visite marquait une étape importante dans sa guérison. En fin d'après-midi, Amélie avait rendez-vous à l'hôpital Sainte-Marie, non pas comme infirmière cette fois, mais pour rencontrer le DEUR, Martin, chef du service pédiatrie. « Votre projet de thérapie par l'art pour les enfants traumatisés m'intéresse beaucoup, mademoiselle Moreau, » dit-il, en l'accueillant dans son bureau. Surtout compte tenu de votre expérience personnelle, Amélie avait décidé de ne pas cacher son histoire. Au contraire, elle en avait fait une force, un témoignage de résilience qui pourrait aider d'autres enfants confrontés à des traumatismes. « Je pense que l'expression artistique peut offrir une voie d'accès aux émotions quand les mots manquent, » expliqua-t-elle. Les enfants maltraités, abandonnés ou séparés de leur famille portent des blessures invisibles. L'art peut les aider à extérioriser ce qu'ils ne peuvent pas dire. Le DEUR, Martin hocha la tête, visiblement impressionné. « Je suis tout à fait d'accord, d'ailleurs. Je vous ai arrangé une rencontre avec notre nouveau chef de psychologie pédiatrique, le DR, Lucas Renard. Il travaille justement sur des approches novatrices pour traiter les traumatismes infantiles. » La porte s'ouvrit sur un homme d'une trentaine d'années, aux yeux vifs et au sourire chaleureux. « Mademoiselle Moreau, je présume ?» dit-il en lui tendant la main. « J'ai beaucoup entendu parler de vous et de votre projet. » Amélie sentit une étrange chaleur l'envahir au contact de cette main. « J'espère que ce sont des choses positives, » répondit-elle en souriant. « Absolument. Votre approche rejoint beaucoup la mienne. J'ai développé une méthode qui combine art-thérapie et thérapie cognitive pour les enfants victimes de traumatisme. Je serais ravie de vous la présenter. » Les yeux de Lucas reflétaient une profonde empathie, une compréhension qui intrigua Amélie. « Vous semblez particulièrement investi dans ce domaine, » remarqua-t-elle. Il acquiesça, son expression s'adoucissant. « J'ai moi-même été adoptée à l'âge de 5 ans. Après des années en foyer, je connais l'impact que peut avoir l'instabilité sur un jeune esprit. » Cette révélation créa instantanément un lien entre eux, deux âmes marquées par l'abandon, ayant choisi de transformer leurs blessures en vocation. Le soleil se couchait sur Bordeaux quand Amélie rentra au manoir. Gabriel l'attendait dans le jardin, contemplant les roses qu'ils avaient plantées ensemble. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il. « Bien, très bien même. » Elle lui raconta sa visite au cimetière, sa rencontre avec le DEUR, Martin et Lucas Renard. « Il semble que tu aies trouvé ta voie, » remarqua Gabriel avec fierté. « Je crois, oui. Pour la première fois de ma vie, je me sens complète, comme si toutes les pièces du puzzle commençaient enfin à s'assembler. » Ils restèrent côte à côte, contemplant le jardin qui s'assombrissait doucement. Ce jardin où, enfant, Amélie avait joué, où, adulte, elle réapprenait à vivre. « Tu sais, » dit-elle finalement, « pendant longtemps, j'ai eu l'impression d'être en suspens, ni vraiment Clara, ni totalement Amélie. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai pas à choisir. Je suis les deux. Clara m'a donné sa force, sa résilience. Amélie me reconnecte à mes racines, à mon histoire, ensemble. Elles font qui je suis maintenant. » Gabriel serra sa main dans la sienne. « Ému, ta mère disait toujours que les épreuves nous façonnent, mais ne nous définissent pas. Ce sont nos choix qui nous définissent. Et tu as choisi de ne pas te laisser détruire par ce qui t'est arrivé. Au contraire, tu en as fait une force. Au loin, les lumières de Bordeaux s'allumaient une à une, comme des étoiles terrestres. La nuit n'était plus synonyme de peur ou d'oubli. Elle était simplement une autre facette du temps, portant sa propre beauté,
l'anneau qu'Amélie portait toujours au poignet, ce lien ténu qui avait traversé 16 années d'oubli pour la ramener chez elle, brillait doucement dans la pénombre. Un symbole du passé qui, contre toute attente, avait ouvert la voie vers l'avenir, tandis que la brise faisait danser les roses, père et fille contemplaient ce nouveau chapitre qui s'ouvrait devant eux. Le passé n'était plus une plaie béante mais une histoire à raconter, et l'avenir enfin s'annonçait lumineux,